Bienvenue dans notre podcast dédié aux partenaires de la gestion de patrimoine, la série où nous explorons les coulisses de Bonjour Patrimoine, votre allié de confiance pour une stratégie financière éclairée. Au fil de cette série, nous aurons l'occasion d'explorer les histoires captivantes, les stratégies inédites et les conseils éclairés de nos partenaires. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de la réussite financière. C'est parti! Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je suis ravi d'accueillir Yanis Kessi, responsable des partenariats Paris-Île-de-France chez Altaroc. Alors vraiment, je suis ravi à double titre. Parce que c'est notre premier podcast qu'on enregistre aujourd'hui avec des fournisseurs, des partenaires qui nous accompagnent au quotidien dans les produits qu'on peut mettre en place auprès de nos clients. Et aussi, je viens de l'apprendre, c'est le premier podcast qu'enregistre Yanis. Donc vraiment doublement ravi. Bonjour Yanis. Bonjour Philippe, c'est moi qui te remercie également de m'accueillir dans tes locaux et de m'avoir fait découvrir et de m'avoir présenté également à toutes tes équipes, donc c'est super. Cool. C'est vrai qu'on sort d'une formation auprès de tous nos collaborateurs. Yanis a mis en avant effectivement l'essence même du private equity. Pourquoi Altaroc? Alors on va y revenir un petit peu maintenant pour vous sous une forme audio. Alors est-ce que... Oui, je vais peut-être commencer par ça. Aujourd'hui, tu es chez Altaroc depuis quoi? 1 an maintenant? C'est ça. Je dirais même un petit peu moins d'1 an. Et donc j'ai été onboardé dans la structure Altaroc. Mais bon, c'est vrai que mon métier au final était le même dans ma structure précédente, donc Varenne, où j'étais responsable des relations partenaires. Varenne Capital? Absolument. Varenne Capital Partners, une société qui propose des fonds de gestion cotés en bourse, notamment sur les pays développés, avec des stratégies de couverture pour pouvoir limiter les risques de baisse. Ok, donc tu es parti, en fait, là, avant tu travaillais dans le côté, et là maintenant tu es parti côté, non côté, sans faire de jeu. Ouais, c'est ça Philippe, je suis passé du côté obscur de la force. Pourquoi le non côté serait le côté obscur? Je te reposerai la question. Bien sûr. Non, je suis passé effectivement de l'industrie du côté au non côté. Pour moi, c'était avant tout en fait une opportunité et la capacité, la possibilité de voir justement un autre fonctionnement, un autre monde, d'autres typologies de sociétés qu'on a peut-être justement moins tendance à connaître, qui sont peut-être un peu plus confidentielles et qui pour autant sont hyper passionnantes. Ok, cool. Alors, une question comme ça là, qui me vient naturellement, c'est pourquoi Altaroc particulièrement? Qu'est-ce qui te plaît de travailler pour Altaroc? La première chose en fait qui m'a beaucoup frappé chez Altaroc, ça a été vraiment tout l'aspect digital et de communication. En fait, dans mon parcours, et là pour le coup c'est vraiment très personnel, j'ai toujours été très intéressé, passionné par les univers digitaux, par les automatisations, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé chez Altaroc. Ensuite, j'ai eu l'occasion également de rencontrer et de connaître les équipes d'Altaroc, et j'ai trouvé des gens juste passionnés, habités par le projet, par le produit, et forcément, quand des gens passionnés vous racontent quelque chose, ça devient passionnant, et c'est un petit peu comme ça que je me suis pris au jeu, et que j'ai creusé l'offre, j'ai creusé également la société, et que j'ai rejoint les rangs. Ok, ouais, c'est beau, c'est cool. Là, j'aime bien le passionné qui devient passionnant, je trouve ça vrai, et c'est vrai que moi j'avais, en préparant un petit peu le podcast, j'avais une question comme ça qui venait, mais qu'est-ce qui fait que tu es motivé le matin quand tu vas au travail? Et en fait, indirectement, tu y réponds, et c'est ça qui est vachement important, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. Ouais, totalement, et à 2 niveaux. Hein. Déjà, la matière en elle-même est passionnante, parce que vraiment, on découvre des entreprises dont on n'aurait jamais entendu parler sans cela, donc qui sont accompagnées par des fonds, par des investisseurs en private equity, donc sur du non-coté. Et puis également, je dirais sur les partenaires. Donc les partenaires que j'ai le plaisir d'accompagner au quotidien, avec qui j'échange au quotidien, qui sont soit en découverte de la matière, et donc qui ont une volonté d'apprendre, une volonté de se former qui est hyper intéressante. Donc on l'a vu ce matin, hein, tu vois, avec tes collaborateurs, honnêtement, j'ai senti une vraie énergie, j'ai senti un vrai intérêt, et c'est là aussi un plaisir de pouvoir travailler dans ces conditions. Ok. On précise peut-être pour nos auditeurs, tu travailles uniquement entre guillemets avec des CGP, ouais, d'accord, donc des conseillers en gestion de patrimoine. Absolument. Okay. Effectivement, moi je travaille qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine, des family office et multifamily office, et donc j'ai une relation entre guillemets intermédiaire, c'est-à-dire que moi très très rarement, pour ne pas dire jamais, j'irai parler entre guillemets au client final. On est vraiment sur une relation qui est intermédiaire, et moi je m'adresse au conseiller et le conseiller s'adresse à ses clients. Ok. En fait, c'est du B2B2C. Exactement. Ok.
Très, très, très clair. Ok, donc ça, c'est très clair. Altaroc, maintenant, private equity, la classe d'actifs. Alors, on va essayer de faire les choses dans le bon ordre. La classe d'actifs private equity, aujourd'hui en France, malheureusement, on est largement, je dirais, sous-équipé. Quand on regarde les statistiques, c'est assez lunaire, entre guillemets. Tu nous disais tout à l'heure pendant la présentation, et c'est vrai que c'est des données qu'on a pu voir par ailleurs. Aujourd'hui, moins de 0,5% des Français, entre guillemets, sont équipés. Alors, attention, j'aime pas le terme équipé, ça fait un peu vendeur de produits, ce qui n'est pas notre métier, mais détiennent, on va parler comme ça, plutôt détiennent, donc 0,5% des Français détiennent aujourd'hui cette classe d'actifs-là dans leur patrimoine. Quand on parle de pays américains, c'est plus fou furieux par rapport à ça, mais les anglo-saxons aussi, mais en gros, on est entre 15 et 18%. Donc forcément, il y a un marché, ok, il y a un marché à adresser. Nous, les premiers, entre guillemets, en tant que conseillers de nos clients, c'est une classe d'actifs, honnêtement, qu'on regarde peut-être maintenant depuis, alors... on va la regarder depuis 2-3 ans beaucoup plus sérieusement, on entend parler depuis 4, 5 ans, 6 ans, un peu plus, mais voilà, on commence très 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 sérieusement à regarder. Tout à l'heure en off, voilà, tu nous expliquais un petit peu le potentiel du private equity par rapport à l'ensemble des classes d'actifs. On y reviendra un peu plus tard, c'est un peu tôt pour aborder ça tout de suite, mais qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant, entre guillemets, sur cette classe d'actifs-là, le private equity en tant que tel, et pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser? Alors déjà, je dirais la première chose, c'est qu'effectivement, je voudrais revenir sur un élément important sur l'épargne des Français. C'est ce que j'appelle le paradoxe français, c'est que nous sommes d'excellents épargnants, mais nous sommes de mauvais investisseurs. Ah, j'adore cette punchline. On le sait, les Français, c'est quoi, 16% de capacité d'épargne à l'année. C'est exactement ça. Et alors, c'est tellement drôle. J'adore cette punchline. Moi, je te coupe juste par rapport à ça. Bien je sûr. la trouve énorme. Nous, chez nous, notre volonté, ça a toujours été effectivement un petit peu un volet d'éducation financière, parce que effectivement, pourquoi on a le site internet gestiondepatrimoine.com, parce que voilà, dès 2008, on sait qu'à un moment en plus où c'était très très compliqué, on va dire, il fallait avoir les bons réflexes pour investir. Et là, en fait, tu nous le confirmes. Ok, on a une très bonne capacité d'épargne français, mais on ne sait pas investir. Et ça, malheureusement, c'est pas l'école aujourd'hui qui va nous permettre d'investir. Absolument, absolument. C'est bien souvent une matière en fait qui s'apprend un petit peu de façon autonome, un petit peu par la force des choses. Et aujourd'hui, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants jouent un rôle qui est fondamental. Déjà, bien évidemment, dans la préparation des objectifs patrimoniaux d'un client, mais également, et j'ai peut-être même envie de dire surtout, de pédagogie financière. Parce que agir, c'est quelque chose, mais agir sans comprendre, ça peut être, je dirais, assez dangereux, compliqué, voire dangereux. Et donc là, concrètement, les CGP jouent un véritable rôle de pédagogie financière, et on le voit effectivement via votre site internet qui est super bien fait et sur lequel il y a énormément de contenu. Aujourd'hui, vous jouez à plein pot ce rôle de pédagogie financière. Et donc, on se retrouve avec des Français qui épargnent beaucoup, mais qui épargnent mal, qui n'investissent pas. Donc les taux d'épargne, comme tu l'as très très bien dit et très bien expliqué, sont aujourd'hui de l'ordre de 15-16% des revenus disponibles, alors qu'en réalité, derrière, c'est très mal investi. Donc bien souvent sur des livrets, sur des supports euros qui rapportent presque rien, ou en tout cas moins que l'inflation. Donc concrètement, la génération, ou plutôt la valorisation du patrimoine est en réalité négative, ce qui est assez peu perçu par les Français. Et donc, il y a bien évidemment d'autres classes d'actifs qui se présentent à eux, dont le private equity peut faire partie. Et le private equity, qui mobilise et qui intéresse plutôt une épargne longue, puisque le private equity implique une certaine illiquidité, et donc le fait de ne pas avoir besoin de ces fonds à court moyen terme. De ne pas pouvoir en sortir. Absolument. Implique en fait des niveaux de performance potentielle qui sont assez intéressants, assez attrayants pour pouvoir préparer des objectifs patrimoniaux à long terme. Voilà. Ok. Bon, tu as un peu teasé. Hein. C'est quoi les rendements qu'on peut espérer de la classe d'actifs private equity? Puis après, on verra qu'il n'y a pas un private equity, mais il y a plutôt des private equity. C'est quoi un peu le rendement? Parce que voilà, effectivement, fonds euros, on sait que alors, ça va un peu mieux maintenant, à l'heure où on se parle, à l'heure où vous nous écoutez. On est quoi, aux alentours de 3,5, 4, 5, allez, pour les plus dynamiques. Et heureusement, entre guillemets, que les taux d'intérêt sont remontés. Le livret A, pareil, mais qu'est-ce qu'on peut espérer du private equity? Non, c'est vrai que les performances du private equity ont été intéressantes, d'ailleurs sur longue période. Si je reprends des échelles sur même 40 ans, quand on prend une source d'information totalement indépendante, Cambridge Associates, qui est en l'occurrence la base de référence du private equity sur les marchés, concrètement, on peut voir que la moyenne de performance générée sur longue période est de l'ordre de 12-13%. Le capital investissement français, en tout cas, a généré en moyenne 12,6% sur les segments buyout et croissance du private equity. Rendement par annuel. An. Annuel, effectivement. On parle effectivement de performance annuelle, de TRI annuel. Depuis combien de temps?
depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En réalité... C'est régulier ou c'est un rendement qui a à peu près le même avec forcément des points hauts et des points bas en termes de rendement, mais en fonction de la durée qui est à peu près linéaire, on va dire? C'est à peu près linéaire dans la durée, effectivement. Donc, bien évidemment, parfois, tu peux avoir en fait un petit peu de volatilité dans la génération de pertes. Tu ne seras pas à 12%, tu seras à 10%. Ou alors, tu peux aller effectivement chercher sur une année en particulier du 14%. Mais en règle générale, on est plutôt effectivement entre 12 et 13% annuel en moyenne, donc, et sur longue période, ce qui est effectivement une performance assez intéressante pour être notée. Ok. Toi qui étais sur le marché plutôt action classique, l'equity classique avant, une performance MSCI World Global, c'est quoi à peu près? On surperforme largement avec le private equity? Alors, en fait, cette question, elle est intéressante parce que j'ai deux réponses à y apporter. La première, c'est que les marchés cotés, on peut, si tu veux, les reprendre par un indice qui s'appelle le MSCI World, qui est en quelque sorte un indice représentatif de la bourse mondiale. Donc en fait, cet indice, il reprend 1600 sociétés cotées en bourse et c'est en quelque sorte un proxy de la croissance mondiale. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que la performance annualisée sur longue période du MSCI World était de l'ordre de 8-9%. Okay, donc on est vraiment sur des performances qui sont hyper honorables, même si c'est un petit peu en deçà du private equity, on est sur des performances qui sont honorables. Mais en revanche, et ce qui est hyper intéressant de constater, je crois que c'est une société de gestion, je crois que c'était Fidelity qui avait fait ça, mais qui avait sorti un graphique qui montrait la génération de performance du MSCI World, donc de l'indice, versus la performance des investisseurs positionnés sur le MSCI World. Et on pourrait se dire, en fait, concrètement, vu que c'est le même indice, c'est le même support, c'est la même chose, et en réalité, pas du tout. Donc en fait, ce qu'on constatait, c'est que tu avais une génération de performance par les investisseurs qui étaient positionnés sur le MSCI World, qui était en réalité plutôt de l'ordre de 4, 5, 6%. Alors, comment est-ce qu'on explique ce delta entre les 9% générés par le MSCI World et les 4-5% générés par les investisseurs positionnés sur le MSCI World? C'est simplement eux-mêmes. C'est leurs biais comportementaux, le biais comportemental qui est en fait la peur à la revente lorsque les marchés peuvent secouer, et le biais comportemental qui est peut-être aussi un peu moins fourni mais qui pourtant fait quand même du mal, celui en fait de l'euphorie, le fear of missing out, le fait de louper justement, la peur de d'oublier exactement les meilleurs jours, exactement, et qui en fait peuvent justement te faire perdre de la valeur. Donc en fait, si tu veux, les marchés boursiers et cotés en bourse sont hyper performants, mais ce qui les rend peut-être un peu moins performants, ce sont les épargnants eux-mêmes et les comportements, leurs biais comportementaux qui peuvent détruire cette performance. Et ça, le private equity, pour le coup, n'a pas forcément, ou en tout cas a moins ce biais-là. Ok, c'est très drôle et j'adore ton approche parce que, alors, je vois très bien de quel graphique tu parles et on l'utilise beaucoup en pédagogie client. Ce graphique-là, pour nos auditeurs, c'est les meilleurs jours de bourse. C'est effectivement Fidelity, donc une grosse société de gestion américaine, si vous ne connaissez pas, qui intègre effectivement les performances sur des durées données du MSCI World. Si vous avez raté les 40 meilleurs jours de bourse, si vous avez été présent tout le temps, si vous avez raté les 10 meilleurs jours de bourse, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que si vous avez, sur des périodes données de marché, je crois que les graphiques, alors ils sont dynamiques. Si vous vous connectez sur leur site web, on ne va pas leur faire de pub, mais en fait, si vous restez si vous intégrez toute la période et que vous êtes présent sur les marchés sur toute la période, on parle de 9% annualisé. Si tu rates les 10 meilleurs jours, tu dois redescendre à 6. Si tu rates les 20 meilleurs jours, tu redescends à 4, etc. Et en fait, si tu rates les 40 meilleurs jours de bourse sur 20 ans, en fait, tu as un rendement qui avoisine 1 point. Et c'est lunaire, en fait, comme expression. Et j'adore. Et je ne m'attendais pas à ce que tu arrives là-dessus. Et je trouve ça tellement drôle. Et en fait, ça fait un petit peu l'écho avec notre métier même, en fait. CGP, il y a certains clients qui disent « Oui, mais bon, ok, on va parler de contrat d'assurance vie, mais on va rentrer à ce fonds-là, on va le vendre, etc. » En fait, non. Nous, notre métier, c'est pas de faire du market timing, en fait. C'est pas du tout on a une approche très globale de la gestion de patrimoine. Et c'est assez rigolo parce que sur le fonctionnement et l'organisation d'un patrimoine, de par on fait des guides, on fait des articles, on fait des podcasts, et très souvent, moi, j'aime bien mettre en avant une pyramide, en fait, qu'on explique, c'est comment vous arrivez à structurer votre patrimoine en fonction des différentes étapes. Et je rebondis, après on ouvrira sur le private equity, mais c'est numéro 1, le base de la pyramide, c'est ok, les objectifs du client. On définit les objectifs, très clair. Ok. Ensuite, en fonction des objectifs, en fait, on va déterminer les enveloppes d'investissement. Une fois qu'on a déterminé les enveloppes, en fait, on va déterminer les moyens. Comment on va mettre les moyens? Alors, les enveloppes, c'est quoi? Rapidement, l'assurance vie est une enveloppe, le contrat de capitalisation, le compte titre, le PEA, etc., etc. Le private equity en direct est aussi une enveloppe, ou par société interposée, bref.
Les moyens, c'est est-ce qu'on va investir cash, est-ce qu'on va investir avec de l'épargne programmée. Ensuite, on va parler allocation stratégique. L'allocation stratégique, c'est quoi? Les obligations, les actions, le private equity, le fonds en euros par rapport à votre profil investisseur et à vos objectifs. Et en fait, au-dessus, on va parler d'allocation tactique. Et l'allocation tactique, en fait, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va sélectionner, quand, comment, pourquoi. Et en fait, la performance patrimoniale de votre, la performance de votre patrimoine, je vais la faire comme ça, votre performance patrimoniale, elle se joue à 95% sur les 4 premières étapes, et l'allocation tactique est très faible. Voilà. En termes de pourcentage dans la performance globale de votre patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive sur ce terrain-là, mais on s'y rejoint 100%. Ok, donc, en fait, la question de départ, c'était, ok, c'est quoi la performance des marchés classiques? Tu me dis, allez, à grosso modo 8-9% sur du MSCI World global. Private equity, globalement, on est à 12-6, tu nous as donné un chiffre tout à l'heure. En moyenne. Ok. Comment ça s'explique, déjà? Parce que je suppose que tout à l'heure, je te disais, il n'y a pas un private equity, mais il y a des private equity. Donc, je suppose qu'il y a des private equity plus prudents, d'autres plus dynamiques, des classes d'actifs qui sont un peu différentes. C'est quoi la classe d'actifs du private equity en tant que tel aujourd'hui? Alors, pour comprendre la classe d'actifs du private equity, il faut effectivement revenir sur son activité. L'activité, elle est simple, c'est l'accompagnement de sociétés non cotées en bourse. En fait, c'est intéressant parce qu'il faut... c'est un métier, et en finance, en règle générale, il y a quand même beaucoup d'anglicismes. Private equity, ça veut dire société privée. Et moi, j'aime beaucoup justement faire cette opposition avec les public equity, donc sociétés publiques dites cotées en bourse. Et en fait, ce qui est intéressant sur le private equity, c'est que l'approche va être quand même assez différente. C'est-à-dire qu'il y a une vraie approche d'investisseur et de transformation de la société dans laquelle on prend une participation. Donc en fait, un fonds de private equity va certes apporter des fonds, va certes apporter du financement dans les sociétés qu'il va accompagner, mais ça ne va pas s'arrêter là. L'idée, ça va être véritablement de transformer une entreprise en profondeur à 360 pour l'accompagner et avant de la céder avec un accompagnement qui peut durer 4, 5 ans, 6 ans. Mais concrètement, il y a un véritable acte de transformation. Cet acte de transformation, il y a plusieurs branches à cela. Ça peut être un accompagnement opérationnel, ça peut être la structuration d'une gouvernance, par exemple en instaurant une direction financière de maîtrise des coûts, en structurant peut-être un petit peu mieux une comptabilité, ou alors une branche particulière, que ce soit le marketing, le commercial ou autre. Ça peut être un accompagnement digital, donc typiquement accompagner une société dans sa transformation opérationnelle et digitale. Ça peut être un accompagnement purement technologique, ça peut être la mise à disposition d'une plateforme réglementaire pour aller chercher d'autres pays, aller chercher d'autres frontières. Bref, il y a un accompagnement qui crée de la valeur sur bien plus d'aspects que simplement du financier. Donc ça, je pense que c'est le premier levier de création de valeur du private equity. Et le deuxième levier, donc, qui est aussi un revers à la médaille, c'est son illiquidité. Alors l'illiquidité, ça peut faire effectivement un peu peur de prime abord, puisque c'est une indisponibilité des fonds. Donc on comprend la contrainte. Mais l'illiquidité est un paramètre, c'est une condition sine qua non de la génération de performance. Donc il faut comprendre que pour le coup, sur le côté, lorsque vous achetez par exemple une action du groupe LVMH en bourse, j'en sais rien, vous l'achetez à 8h30, à 8h33 vous pouvez la revendre quasiment sans friction, ou presque, sauf les frais de courtage. Donc en fait vous avez vraiment cette capacité. Il faut bien comprendre qu'en private equity, ce n'est pas possible. Lorsque vous vous engagez sur du private equity, vous vous engagez sur du temps moyen, voire du temps long, ce qui donne les conditions pour pouvoir générer cette performance-là, pour pouvoir laisser du temps au fonds et aux managers de transformer une entreprise aux profondeurs, de générer cette valeur pour pouvoir la délivrer bien évidemment à terme. Mais il y a un côté bien évidemment dérangeant parce que on ne peut pas récupérer ces fonds, mais de l'autre côté, ça peut être aussi salvateur parce que ça permet de laisser le temps au temps et de générer de la performance délivrée, qui a pu être de 12,6% en moyenne. Ok, donc oui, effectivement, l'illiquidité, ça reste une objection quand même qu'on a assez souvent, parce que voilà, le client, je dirais le client idéal ou pas, mais il veut un rendement, de la liquidité, pas de fiscalité, etc. En fait, c'est impossible. Le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas, en fait. Et là, indirectement, oui, tu nous dis, OK, on peut faire du rendement, mais il ne faut pas de liquidité. Alors après, c'est notre métier, de structurer un patrimoine pour qu'il y ait des parties liquides, des parties non liquides, etc. On ne peut pas aller chercher un gros rendement et de la liquidité. C'est impossible. Ou alors, on vous vend, en fait, tout simplement du rêve et un truc qui n'est pas réalisable, ou alors extrêmement risqué. Voilà. Aujourd'hui, les cryptos, typiquement, enfin, bref, voilà, mais c'est liquide. Bon,
rentable ou pas. Mais parce qu'on a énormément de volatilité en fait, c'est des sujets, mais on pourrait éventuellement y répondre, mais ça reste une partie infime du patrimoine et il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Un gros rendement, on ne peut pas avoir un gros rendement et de la liquidité. Ok, très très cool pour ça. Donc du private equity, donc de l'action privée, entre guillemets, de l'investissement privé, et Altaroc dans tout ça. Altaroc, c'est une structure qui a été créée, qui est relativement jeune, qui a été créée en 2021, mais qui a été créée par au moins, je dirais, des vétérans du private equity, que sont Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Alors c'est simple, c'est vraiment deux grands messieurs du private equity, deux grandes figures du private equity. Donc Maurice Chéniaud, c'est en quelque sorte l'importateur du private equity en Europe. C'est un monsieur qui, après avoir été diplômé des rangs d'Harvard, est allé directement piloter, si tu veux, depuis les États-Unis, la création de Apax qui est aujourd'hui une société de gestion référente française et européenne en private equity. Et en fait, il a eu un parcours aussi linéaire qu'exceptionnel, puisqu'il a fait ça pendant 50 ans. Il a juste développé Apax pour en faire aujourd'hui le leader que c'est actuellement dans cette matière. Et il a créé la structure avec Frédéric Stollard. Frédéric Stollard qui n'en démérite pas moins, justement, donc qui a commencé, qui a fait ses armes auprès de Maurice chez Apax, qui par la suite a continué sa carrière au sein d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle Warburg Pincus, où il a dirigé le bureau européen, notamment sur la zone EMEA. Et puis, il a créé de toutes pièces, avec la famille Desmarais et Albert Frère, la société Sagard, qui est une société référente en mid-cap français notamment, qu'il a piloté pendant 20 ans avec des niveaux de performance qui sont de premier quartile, donc 22%, 23% de TRI annuel pendant 19 ans. Et puis, ouais, plutôt. Et puis en 2020-2021, donc il a quitté la structure pour pouvoir monter Altaroc avec Maurice Chéniaud. Ok. Donc société jeune, mais avec vraiment un bel appui historique à la création. Tout à fait, et d'autant que, bien évidemment, les visages, entre guillemets, d'Altaroc aujourd'hui sont encore Frédéric et Maurice, mais il faut bien comprendre que la structuration d'Altaroc est aujourd'hui celle d'une firme. Altaroc, c'est aujourd'hui 40 personnes, c'est 1 milliard d'euros d'encours sous gestion, c'est 3 millésimes qui ont été lancés, c'est un accompagnement aujourd'hui de plus de 350 CGP partenaires, c'est une image de marque qui est forte, c'est une communication puissante. Donc voilà, Altaroc, on est vraiment sur une structure, même si elle est jeune, qui est déjà plutôt très grande. Ok. On pourrait, tu nous parlais tout à l'heure de Maurice Chéniaud, on pourrait avoir la remarque de clients qui nous disent « Ok, bon, c'est bien, mais vous avez quelqu'un d'un peu âgé, mine de rien, à la gouvernance d'Altaroc. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est un avantage pour aujourd'hui, pour le futur ?» Alors oui, effectivement, on a de temps en temps cette question. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a un Maurice Chéniaud qui aujourd'hui est dans une forme olympique. Je pense que très clairement, il pourrait mettre à l'amende, si tu me permets l'expression. Il pourrait mettre à l'amende pas mal d'entre nous aux 100 mètres. Donc non, il est bien évidemment très en forme. Il vient au bureau tous les jours. C'est quelqu'un de très impliqué. Il respire Altaroc et Private Equity. Mais après, oui, bien évidemment, le temps faisant son temps, et bien évidemment ses effets, il fallait justement préparer l'avenir. Et donc concrètement, aujourd'hui, Maurice intervient avec Altamir, qui est en quelque sorte sa holding financière cotée en bourse, qu'il a lancée en 1995, qui aujourd'hui est capitalisée à hauteur de 1,7 milliard environ, qui a distribué plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes depuis sa création, et qui aujourd'hui prend des participations dans les millésimes Altaroc. Donc en fait, l'accompagnement et l'intervention de Maurice Chéniaud se fait bien évidemment en direct, mais aussi, et peut-être même surtout, via sa structure Altamir, sur laquelle bien évidemment il y a un plan de continuation qui a été mis en place dès le lancement, dès la création d'Altaroc. L'idée était tout de suite justement d'assurer l'avenir, compte tenu justement des éléments qu'on avait à disposition à ce moment-là. Est-ce qu'on peut investir dans Altamir comme on pourrait investir par exemple, je sais pas, sur Berkshire Hathaway? Alors, il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse théorique et il y a la vraie réponse. La réponse théorique, c'est oui, bien évidemment. Vous pouvez justement investir dans Altamir, c'est coté en bourse. Maintenant, la réponse réelle, c'est non, parce qu'il y a très très peu de flottants sur Altamir. C'est Maurice Chéniaud qui détient la majorité des parts. Et donc concrètement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas véritablement acheter de parts Altamir, mais vous pouvez effectivement vous positionner sur les Altaroc. Et d'ailleurs, Altamir
investit dans les millésimes Altaroc à hauteur notamment, donc chaque année et sur chaque millésime, à hauteur de 300 millions d'euros. Donc on réalise le portage pour 300 millions d'euros par millésime. 2020, enfin, tu me disais 2021, donc ça veut dire que tu as quoi? Tu as un Altaroc 2021, un Altaroc 2022, Altaroc 2023 qui est toujours en collecte. Pour le coup, il y a 300 millions à chaque fois. C'est exactement ça, mais en portage. Donc en fait, petit à petit, au fur et à mesure de la collecte, en fait, Altamira se désengage petit à petit pour pouvoir laisser la place justement aux nouveaux investisseurs, aux nouveaux collecteurs. Mais il faut savoir que l'investissement plancher d'Altamira, c'est 30 millions d'euros. Donc en fait, quoi qu'il arrive, Altamira garde toujours dans son bilan 30 millions d'euros de millésime Altaroc sur chacun des millésimes. Et d'ailleurs, on est tous, bien évidemment, chacun à son niveau chez Altaroc, mais on est tous investisseurs des produits Altaroc. Frédéric Stollard investit à titre personnel 3 millions d'euros par an dans les millésimes Altaroc. Maurice également, à hauteur donc de 30 millions d'euros. Et puis à ma part, j'ai pas plusieurs millions d'euros à investir dans les Altaroc, mais bien évidemment, on est tous investisseurs, on est tous dans le projet. Et c'est important pour garantir l'alignement des intérêts. Sûr. Donc voilà, il n'y a rien de pire je pense, que des dirigeants ou que des collaborateurs qui ne sont pas engagés dans les produits qu'ils vendent et qui proposent. Et donc concrètement, voilà, c'est ce qu'on fait. Ok, très cool. Merci pour ce petit point. Donc des millésimes différents chaque année. Est-ce que vous avez des secteurs de prédilection, des classes d'actifs, entre guillemets, de private equity ou secteurs d'investissement? C'est les mêmes sur les différents millésimes, ou alors en fonction des millésimes, vous renforcez plutôt une classe d'actifs, on va dire, plutôt qu'une autre? Comment ça fonctionne en fait la construction d'un millésime? D'accord. Alors, je vais déjà revenir, si tu permets, Philippe, sur le terme de classe d'actifs. Parce qu'en fait, concrètement, une classe d'actifs, c'est quoi? Surtout dans le non-coté. En fait, il y a un abus de langage, peut-être une facilité de langage, qui consiste à appeler private equity ce qu'on appelle en réalité les private assets. Donc en fait, effectivement, les classes d'actifs non cotées. Typiquement, l'immobilier est une classe d'actifs non cotée en bourse. Les infrastructures sont une classe d'actifs non cotée en bourse. Tu as également la private debt, donc la dette privée, qui est une classe d'actifs non cotée en bourse. Mais tout cela, tu comprends bien qu'il ne s'agit pas de private equity. Ce sont des private assets, donc des actifs privés. Nous, en l'occurrence, chez Altaroc, on essaie de savoir ce qu'il faut faire, mais peut-être plus encore savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, en fait, on se positionne plutôt sur nos expertises bien développées, bien en place, à savoir le private equity. Donc, on ne fait que des actions le pur côté au bureau. Ouais, absolument. Pas de dette privée, pas d'infrastructure, pas d'immobilier. Exactement. Tu retrouveras dans nos millésimes 100% de private equity. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, effectivement, donc je dirais le deuxième niveau de l'entonnoir, ça va être celui de quel private equity on en fait. Il y a une formule que tu as utilisée en début de ce podcast qui était hyper intéressante, c'est les private equity. On ne parle pas de private equity, on parle des private equity. Parce qu'effectivement, le private equity, en fait, accompagne simplement la création et le parcours de vie d'une entreprise. C'est-à-dire une entreprise, d'abord, elle se lance, elle n'est pas encore rentable. Eh bien, il y a des fonds et elle va viser la rentabilité, à l'atteindre le plus rapidement possible. Eh bien, il y a des fonds d'investissement spécialisés en private equity qui sont spécialisés là-dedans. Donc, sur l'accompagnement vers la rentabilité de ces sociétés. Okay, ça, c'est typiquement quelque chose que chez Altaroc, nous ne faisons pas. Tu parles de quoi? Tu parles de venture capital? Absolument. Venture capital ou de capital risque, effectivement, ce sont les deux termes que tu peux retrouver en anglais ou en français, qui consiste effectivement à accompagner des entreprises vers la rentabilité. Mais il faut bien comprendre que même si effectivement ça peut être un petit peu sexy et que des fois ça peut défrayer la chronique avec des niveaux de performance qui peuvent être assez importants. C'est qui tout double, mais t'en as un sur 20 qui sort. Tout compris en fait. C'est exactement ça. Donc on parle beaucoup des entreprises qui font x10, x20, x50, mais on parle malheureusement très peu de celles qui crachent effectivement. Donc en fait, concrètement, nous, on est vraiment justement à l'écart de cette classe d'actifs-là parce qu'on estime qu'elle n'est pas adaptée à une clientèle qui est en train de se constituer son exposition aux private assets et donc aux private equity. Il y a un deuxième niveau d'accompagnement. Donc, c'est qu'une fois une entreprise a atteint sa rentabilité, elle peut chercher justement à se développer. Donc là, on est typiquement sur une entreprise qui est en bonne santé, qui génère du chiffre, qui génère du bénéfice, qui est bien en place, qui est bien identifiée. Bref, mais elle peut chercher justement à se développer en organique. Par exemple, développer un nouveau produit, par exemple, ouvrir ses frontières et aller sur d'autres pays. Là, typiquement, nous, de notre côté chez Altaroc, on peut justement intervenir au travers de fonds d'investissement, mais on peut intervenir sur ce segment-là qui est rentable et qui permet de générer une croissance organique des sociétés. Et puis ensuite, après qu'une société, si je reprends mon cycle de développement d'une boîte,
après qu'une société ait réalisé une croissance organique, qu'elle soit vraiment bien en place sur la zone géographique qu'elle souhaite ou sur les produits qu'elle souhaite, elle pourrait justement avoir envie de réaliser de la croissance externe, donc de racheter des concurrents ou de racheter des sociétés dites amies et qui proposent des services ou des produits qui sont très complémentaires aux siens. Et donc concrètement, un fonds d'investissement peut intervenir dans ce type de société en apportant des capitaux pour pouvoir financer la croissance externe, donc le rachat de ces sociétés complémentaires ou de ces sociétés concurrentes. Là, on appelle ça du buyout, donc du capital transmission, qui vise à consolider un marché pour pouvoir créer en fait des champions d'un secteur en particulier. Et on est également présent chez Altaroc. En fait. Absolument. Ouais. Nous, en fait, on est vraiment spécialisé sur le buyout, la croissance, et on met de côté le venture capital, et on est du coup présent et positionné exclusivement sur les segments du private equity qui sont les plus lisibles, les moins risqués et les plus performants. Ok. Tout à l'heure, tu nous disais, donc ok, pas de dette privée chez vous. On voit pas mal de tes concurrents, d'autres sociétés de gestion qui lancent ou qui font des fonds de private equity secondaires. C'est quoi la position d'Altaroc par rapport à ça? C'est bien, c'est pas bien, c'est un truc que vous réfléchissez. Pourquoi en fait vous en faites pas aujourd'hui? Alors, nous, effectivement, donc on a un positionnement qui est assez clair sur le sujet, notamment sur le secondaire. Nous, on n'en propose pas. On se positionne exclusivement sur des fonds primaires parce qu'on estime qu'un fonds secondaire a peut-être un petit peu moins de jus, si tu me permets l'expression. De performance potentielle. De performance potentielle, effectivement, qu'un fonds primaire. Donc, nous, on préfère accompagner des gérants dans la durée, dans leur émission primaire, plutôt que de récupérer en quelque sorte sur le secondaire des restes de fonds que d'autres, potentiellement des institutionnels ou alors même des grandes banques ne voudraient plus, céderaient simplement par manque d'opportunités, par manque de choix, parce que c'est aussi un sujet sur le secondaire. Quand tu vas dans une boutique pour acheter des produits de n'importe quelle marque, tu vas dans la boutique, tu achètes du neuf, tu trouves ce que tu veux. Par contre, en occasion, quand tu te connectes, je sais pas, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, en fait, tu prends ce qui est disponible. Il n'y a pas forcément toutes les références que tu recherches. Bien sûr. Et donc, en plus d'avoir un produit qui potentiellement a déjà délivré un peu de moins cher, mais performance. t'as pas le même produit. Exactement, c'est pas le même produit, c'est pas la même opportunité. Ok, très cool. Merci pour ton feedback là-dessus. Alors du coup, comment vous arrivez alors comment se construit un millésime? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de... Par exemple, moi j'ai un client qui me dit, stratégie patrimoniale, c'est top, etc. Comment aujourd'hui? Ok, on va faire de l'Altaroc 2023. C'est un fonds qui est encore ouvert jusqu'au fin mars, c'est ça? C'est ça. Ok, fin mars. Après, il y aura un Altaroc 2024, et puis on verra. 2025. On parlera de stratégie d'investissement un peu plus tard. Mais aujourd'hui, il y a quoi à l'intérieur d'un millésime par Altaroc 2023, par exemple? Alors en fait, Altaroc, c'est simple. C'est que nous, on propose chaque année, à la levée, un seul et même produit qui est effectivement un millésime. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on est en cours de levée sur Altaroc Global 2023. Altaroc Global 2023 ayant été lancé le 1er avril 2023 et ayant sa clôture le 30 mars 2024. Et ensuite, on passera au millésime suivant, donc à partir du 1er avril 2024 jusqu'au 30 mars 2025. D'accord ? Ce sera le millésime 2024. La constitution d'un millésime est simple. À 80% de ce millésime, on va investir dans des fonds d'investissement de premier quartile, qui sont les top performeurs mondiaux, à notre sens en tout cas, sur les marchés LBO et de croissance, qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés en direct, qui vont les accompagner, les transformer. C'est des fonds qui ne seraient pas accessibles aux clients lambda ou même family office, parce que les tickets d'entrée sont plutôt pour Instit. Complètement. On parle de tickets d'entrée qui sont minimum de 10, 20, 30 millions d'euros. Et effectivement, et en plus, on est sur des fonds, si tu veux, qui ont des TRI, des performances annuelles tels et des historiques tels qui sont en fait totalement sursouscrits. C'est-à-dire que même quand tu as l'argent, c'est extrêmement complexe, sans réseau et sans arguments différenciants, d'aller et d'accéder à ces fonds-là. Pour une raison simple, c'est que concrètement, ces fonds qui sont totalement sursouscrits, ils ne s'embêtent pas. Ils ont 10 institutionnels et quelques familles en plus qui viennent et qui ressouscrivent année après année, millésime après millésime. En fait, tant que les investisseurs sont là, ils n'ont pas à chercher de nouveaux clients. D'accord ? Donc effectivement, ces fonds, ils sont hyper difficiles d'accès et aujourd'hui, grâce à Altaroc et grâce au soutien également d'Altamir, donc les fameux 300 millions d'euros qui sont injectés par millésime en début de millésime, et en fait, ça nous permet justement d'accéder à ces fonds-là qui sont des fonds d'exception et vraiment assez inaccessibles. Ok, donc en fait, quand on passe par Altaroc,
les millésimes Altaroc, on a accès, pour des montants qui sont plus faibles, parce qu'on a accès à un millésime Altaroc à partir de 100 000 euros, Absolument. à des fonds qui seraient inaccessibles pour le commun des mortels, entre guillemets. C'est ça la grande force Tout à de fait. l'offre. Tout à fait. En fait, si tu veux, pour comprendre vraiment l'offre Altaroc, c'est assez intéressant de revenir très rapidement dans l'histoire qui a été réalisée. C'est-à-dire que nous, de notre côté, si tu veux, on parle beaucoup actuellement de démocratisation du private equity, qui est réel. Mais Altaroc, si tu veux, institutionnalise le private equity pour les particuliers. C'est une approche qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on n'a pas la prétention de dire que nous avons importé, que nous avons fait découvrir le private equity aux particuliers. En réalité, dès les années 90-2000, le private equity existait déjà, était déjà proposé, notamment via l'interface des contrats d'assurance vie. Maintenant, le sujet que tu avais, c'est que les véhicules proposés étaient de performance très hétérogènes, on va dire. Donc ça a été, je dirais, la première chose, c'est que c'était disponible, mais concrètement, les véhicules proposés, la performance n'était pas forcément, je dirais, de top qualité. Ensuite, on a eu un deuxième élément, deuxième niveau de démocratisation qui a été celui dit des feeders, donc qui est l'accès en fait via l'interface d'un fonds nourricier à un fonds top quartile ou deuxième quartile, d'accord, à partir de 100 000 euros. Donc ces fonds qui sont normalement accessibles à 5, 10 millions, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, vous pouviez y accéder à partir de 100 000 euros. Et c'est une innovation, une révolution qui a fait beaucoup de bien à l'industrie du non-coté parce qu'elle a promis justement un premier élan de démocratisation. Maintenant, le sujet justement de ces fonds-là, c'est que nourricier, c'est que pour pouvoir vous constituer une allocation, parce que c'est bien ce dont on parle, quand un client Bonjour Patrimoine ouvre un contrat d'assurance vie, tu ne mets pas qu'un fonds dedans, tu crées une allocation, Oui, il y a plusieurs fonds. Et bien en fait, pour pouvoir faire ça, donc avec un interface de feeder, concrètement, il faut multiplier les 100 000 euros d'accès, parce que c'est le minimum d'accès à un fonds de private equity, par le nombre de fonds que tu souhaites avoir. Donc pour pouvoir créer une allocation, il faut à peu près 5 à 6 fonds, d'accord ? Donc il faut au minimum 500 à 600 000 euros pour pouvoir créer une allocation au sein de ces actifs privés. Ce qui mine de rien quand même coupe une grosse partie de la clientèle. Et c'est vrai que concrètement, Altaroc, ce que propose Altaroc, c'est au final l'accès à un portefeuille clé en main de private equity. L'idée, c'est de dire, cette allocation, on l'a fait pour vous, on va nous, de notre côté, dans un millésime, allouer sur 5 à 7 fonds que nous avons identifiés et que nous avons sélectionnés par notre comité de gestion, piloté par Frédéric Stollard, Maurice Chéniaud, Louis Flamand, qui est notre CIO, et Dimitri Bernard. On va créer cette allocation pour qu'elle soit cohérente en termes géographiques, en termes sectoriels, en termes de diversification et en termes de couple rendement-risque. Donc c'est en quelque sorte du private equity d'exception clé en main. Ok. Est-ce que je peux me permettre le terme un peu galvaudé, mais démocratisation du private equity ? Oui, tu peux. Je pense effectivement que tu peux en parler, puisqu'effectivement on a abaissé le ticket d'entrée à 100 000 euros par rapport à des tickets d'entrée donc sur les fonds sous-jacents qui sont plutôt, encore une fois, de l'ordre de 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros. Donc oui, on donne cet accès-là aujourd'hui aux particuliers. Ok. Merci Yanis. Ok, donc, accès, c'est quoi ? 5 fonds ? 5 à 7 fonds. 5 à 7 fonds. Ouais. Okay. Un millésime, en fait, donc un millésime à hauteur de 80%, va être alloué sur 5 à 7 fonds que nous avons identifiés, où nous avons mené des due diligence et que nous avons identifiés comme étant les fonds que nous souhaitons avoir sur une période donnée. Comme quoi, voilà, on n'en veut pas d'autres. C'est vraiment les meilleurs fonds, à notre sens, sur une année donnée. Donc, on les intègre en portefeuille et ça va constituer en quelque sorte la base de l'allocation. C'est vraiment le seuil, le socle de l'allocation. C'est là qu'on va aller chercher les fondements du portefeuille. Et puis ensuite, pour 20% du millésime, on va faire ce qu'on appelle des co-investissements. Des co-investissements, c'est le fait de sélectionner, d'intégrer... Vous rentrez en direct Absolument. sur certaines boîtes ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on va rentrer en direct sur certaines boîtes, mais attention, pas n'importe comment, on le fait aux côtés des gérants dans lesquels nous avons investi. Donc concrètement, et que nous avons accompagné. Donc concrètement, mettons dans mon allocation, j'en sais rien, j'ai un fonds d'investissement qui va être TIA Associates, ce qui est le cas par exemple du millésime 2023. Okay. Et bien TIA Associates va me proposer à un moment d'investir à ses côtés dans une boîte en particulier. Et ça peut être n'importe quel gérant que nous avons pu accompagner sur le millésime en cours ou sur les millésimes passés. Et juste, alors, j'entends, tu me disais tout à l'heure, ok, Altaroc, le millésime Altaroc, c'est des fonds nourriciers, de fonds, tu me dis il y a 5 à 7 fonds. Pourquoi, entre guillemets, un fonds vous proposerait de co-investir en direct alors qu'au final, eux, ils peuvent le faire. Enfin, tu peux me revenir là-dessus, bien sûr. que je comprenne bien. Bien sûr. En fait, tu as 2 éléments au co-investissement.
un gérant a deux raisons de proposer du co-investissement. Le premier, c'est tout simplement un acte dit presque commercial, qui est en fait pour remercier la fidélité d'un investisseur, d'un LP, Limited Partners, comme on l'appelle dans le jargon, qui est en fait un sélectionneur de fonds. Donc concrètement, c'est effectivement pour remercier un partenaire financier. Et la deuxième raison, c'est que parfois, tu peux avoir en fait des tailles d'entreprise qui sont trop importantes pour être accompagné exclusivement par le fonds qui prend la participation. Je dis n'importe quoi, mais s'il y a une boîte qui vaut 1 milliard d'euros et que le fonds ne peut y allouer que 700 millions d'euros, en fait, ce fonds peut justement faire appel à un parterre d'investisseurs, à ces investisseurs CLP, pour pouvoir compléter la poche des 300 millions d'euros manquants. Donc, en fait, en quelque sorte, ils vont co-investir, accompagner à ses côtés la société. Ok, très clair. Très clair. Merci Yanis pour ces points. Est-ce qu'il y a... Alors, secteur d'investissement, tout à l'heure, tu nous disais, l'IA peut être un sujet, la pharma peut être un sujet, etc., etc. C'est quoi aujourd'hui les convictions, en tout cas les secteurs soutenus par Altaroc ? Ouais. En termes de secteur, si tu veux, Philippe, nous, on a des grosses convictions, des fortes convictions. La première, c'est effectivement la tech. Donc, on le voit déjà depuis de nombreuses années maintenant, je dirais même des décennies. En fait, la tech est un gros sujet. C'est, si tu veux, en quelque sorte, une matière dans laquelle tu as une croissance séculaire qui est beaucoup plus importante que la croissance mondiale, évidemment. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la tech, parce que tu as de la tech spéculative, non rentable, qui repose beaucoup sur des brevets, et tu as une tech qui est, cette fois-ci, beaucoup plus en place, on va dire, qui se développe sur des systèmes de SaaS, donc avec des systèmes d'abonnement qui sont hébergés sur le cloud, avec des logiciels, que ce soit des CRM, donc des outils de la gestion clientèle, ou des ERP, donc cette fois-ci des outils de gestion du business, qui sont, sur lesquels tu ne peux pas te passer. Donc, où concrètement, une fois que tu es utilisateur, une fois que tu es abonné, c'est extrêmement rare que tu t'en désabonnes. Et donc en fait, ça, c'est typiquement des business qu'on apprécie particulièrement dans le cadre de nos investissements, et que oui, effectivement, nous allons pouvoir accompagner. Ok. Tu vois, je donne un exemple très simple, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais tu prends par exemple Spotify. Aujourd'hui, on a, je pense, beaucoup de tes auditeurs qui sont abonnés à Spotify. D'ailleurs, on publie sur Spotify. Voilà. Et c'est pas parce que tu vas avoir à un moment donné peut-être une galère financière ou autre que tu vas bloquer ton abonnement. En réalité, tu vas plutôt le conserver. Et en fait, c'est des abonnements, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais qu'on garde. Et en fait, cette visibilité-là, cette solidité, cette résilience du business, elle est hyper importante dans la tech et ça assure vraiment des niveaux de performance qui sont assez intéressants et qu'on va aller capturer par l'intermédiaire des fonds ou en co-investissement. Le deuxième secteur qu'on couvre, c'est celui de la santé et de la pharma. Mais là aussi, il n'y a rien de très sexy, entre guillemets, donc on ne va pas accompagner des biotech. L'idée ici, c'est vraiment plutôt d'accompagner des sociétés qui sont rentables, qui ont déjà éprouvé leur business et qui vont faire souvent des tests, des diagnostics à des industries pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, ou alors des produits qui sont plutôt des produits dits vache à lait, c'est-à-dire qui vont se vendre assez régulièrement sans effort de développement colossal. Donc on va être vraiment justement sur, je dirais, le côté ennuyeux de la santé et de la pharma, parce que ce qui est ennuyeux parfois offre de la visibilité, et donc c'est typiquement quelque chose qu'on va pouvoir accompagner. Le troisième secteur qu'on aime beaucoup, ce sont les plateformes servicielles qui consolident un secteur en particulier. Je pense à une plateforme en particulier, mais qui est peut-être un mauvais exemple, c'est Uber. Uber étant une société cotée en bourse, donc c'est un mauvais exemple, mais il y en a plein d'autres, des plateformes servicielles qui fonctionnent sur le même modèle et qui ne sont pas cotées en bourse. Donc j'en ai une en tête qui s'appelle Authority Brands. Authority Brands étant une entreprise américaine et qui vient consolider tout le secteur des services à la personne et des services à domicile. Tu vois, Philippe, j'avais repris ce même exemple tout à l'heure, mais concrètement, si toi, demain, je touche du bois pour toi, mais tu as un sujet, par exemple, d'électricité, tu vas appeler ton électricien. Si jamais tu as un sujet de plomberie, tu vas appeler ton plombier. Enfin bref. Encore faut-il avoir un plombier qui puisse être réactif rapidement quand tu as une fuite. Ouais, exactement. Et puis généralement, quand il intervient en urgence, le prix vient avec. Grave. Tu te prends une douille énorme. Voilà. Donc derrière effectivement, tu as une petite prime sur l'intervention. En fait, concrètement, aujourd'hui, Authority Brands est une société américaine qui vient consolider tout ça. C'est-à-dire que les Américains peuvent se connecter à l'app et en fait, s'ils ont besoin d'un électricien, ils choisissent l'électricien sur l'app, qui bien évidemment va avoir sa notation, son intervention, les avis qui vont bien, etc., etc. Il va pouvoir trouver plombier, électricien, nounou, dog-sitter, baby-sitter, intervention du jardin. Enfin bref, il retrouve en fait l'intégralité des services à la personne et des services à domicile
au sein de l'app. Et c'est hyper intéressant parce que tout est structuré. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Authority Brands rachète quand même beaucoup de concurrents. C'est une plateforme qui est aujourd'hui bien accompagnée, rachète beaucoup de concurrents et consolide tout un secteur. Et enfin, dernier secteur qu'on va accompagner, ça va être la consommation digitale. Donc là, je ne parle pas forcément de sociétés qui vendent exclusivement des produits digitaux, mais je parle de sociétés qui se sont construites dès leur lancement, dès leur création, sur un format digital. Donc ils vont avoir des structures de coûts fixes relativement faibles, qui vont avoir des process très digitaux et une expérience client extrêmement digitale également. Ok, merci pour ces points-là. Ça me fait arriver à une question. Ok, vous avez eu des belles histoires chez Altaroc. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Quand on préparait un petit peu, tu me parlais de Breitling, tu me parlais de Panzani, notamment comme histoire sympa d'investissement. Il y en a d'autres? Bien sûr. Bien sûr. Alors en fait, ce sont des histoires qui ont pu être accompagnées par le passé ou actuellement par des fonds que nous avons pu avoir dans les millésimes actuels ou passés des Altaroc. Et effectivement, il y a plein d'histoires sympas parce que c'est marrant parce que quand on parle de private equity, quand on parle de non-coté, souvent, dans la tête des gens, c'est peut-être un fantasme ou un imaginaire collectif. En fait, on a l'impression de penser à des petites sociétés qui se lancent dans un garage et qui sont en train de se développer un peu comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. On a énormément de sociétés qui sont de très grosses sociétés et qui ne sont pas du tout cotées en bourse. Parce que, en fait, la cotation en bourse, c'est bien évidemment une certaine visibilité, c'est une vitrine, mais il ne faut pas oublier que c'est une contrainte. La cotation en bourse, ça oblige à publier tous les états financiers, ça oblige également à avoir des contraintes de valorisation quotidienne avec les yo-yo sur les marchés boursiers que ça implique. Ça oblige également donc d'avoir en quelque sorte le couperet trimestriel, donc avec les résultats d'analyse, les publications de résultats trimestriels que les sociétés sont obligées de publier et bien évidemment les variations sur les marchés boursiers que ça implique. Enfin bref, il y a énormément de sociétés qui aujourd'hui décident par choix, alors même qu'elles ont tout à fait la taille de faire leur introduction en bourse, mais de ne pas l'être. Et donc, en termes de sociétés qui ont pu être accompagnées, je peux effectivement te citer donc voilà, Panzani, Breitling, qui a pu être accompagné par CVC, donc Citigroup Venture Capital. Je peux te citer quoi d'autre? Je peux te citer des sociétés peut-être également un peu plus tech-oriented, donc comme Vinted, comme Back Market. Ah oui, tu as parlé à tout le monde. Ouais, ça parle effectivement à tout le monde. Breitling aussi. Panzani, tu me diras, c'est des sociétés qui parlent à tout le monde. Exactement. On est vraiment en fait sur des sociétés qui parlent à tout le monde. Ensuite, il y en a d'autres effectivement qui sont peut-être un petit peu moins connues, mais qui pour autant sont complètement passionnantes et en fait peuvent révolutionner l'industrie dans laquelle ils sont et parfois même le monde. Donc voilà, tout à l'heure on parlait ensemble de AIVF. On est effectivement sur une société qui est aujourd'hui à la pointe de la technologie médicale. C'est une boîte qui fait IVF. Ouais. On est aujourd'hui sur une boîte qui révolutionne la fécondation in vitro. Ouais. La fécondation in vitro, on peut parler également de Marlink, donc le premier opérateur de télécommunications satellitaires en haute mer. Enfin voilà, on est vraiment en fait sur des sociétés qui viennent accompagner, qui viennent structurer des services au quotidien et qui sont utilisés effectivement par tout le monde. Ok. Si toi, si tu pouvais revenir en arrière, entre guillemets, que tu avais pu participer à un deal historique, ça aurait été lequel? Et pourquoi? Toi? Moi, ok. Ouais, j'aurais dit soit April, soit Breitling, parce qu'on est quand même sur du 11 fois la mise, donc c'est plutôt sympa comme multiple. Ouais, c'est plutôt sympa comme multiple. Mais oui, il y a quand même plutôt de belles sociétés qui ont pu être accompagnées. Et en fait, au-delà de la performance financière, qui bien évidemment, quand on investit, c'est pour répondre aussi à des objectifs patrimoniaux et accroître son patrimoine. Mais il y a également l'accompagnement qui est fait, qui est juste hyper intéressant, vraiment passionnant. Quand on regarde ce qui a été fait sur Breitling, la marque a été pour le coup vraiment complètement dépoussiéré. Le segment des ultra-luxe de la marque a été développé, donc avec des tokens à plus de 20 000 euros qui ont été proposés, avec également une internationalisation assez importante, un dépoussiérage de l'image de marque. Enfin, on est vraiment sur un travail de fond, on est vraiment sur une transformation de société en profondeur et qui, je pense, peut être est hyper intéressante à suivre en tout cas. Ok. Ok. Très, très, très cool. C'est quoi la chose la plus étrange que tu as pu apprendre en travaillant dans le private equity? Que tu t'y attendais pas. Ça fait 1 an que tu travailles dans le private equity. C'est quoi le truc sur la dernière année qui t'a vraiment le plus surpris? Honnêtement, de par en fait mon ancien métier, je pense que j'avais pu voir quand même beaucoup du fonctionnement du métier en tant que tel.
Donc je dirais pas qu'il y a quelque chose qui m'a spécialement paru étrange, mais par contre, ouais, ça a été plutôt de découvrir quand même le fonctionnement d'une autre classe d'actifs. Donc en fait, je me rappelle typiquement mes premiers jours pour la petite parenthèse. Mais concrètement, ouais, mes premiers jours, j'étais complètement largué. Parce qu'en fait, il a fallu que j'apprenne dans un espace-temps plutôt très limité, mais il a fallu que j'apprenne à la fois des nouveaux outils digitaux d'une société qui va à 1000 à l'heure. Il a fallu que j'apprenne également une nouvelle classe d'actifs et il a fallu que très vite je monte au créneau auprès des partenaires que j'ai pu accompagner. Donc la courbe d'apprentissage, elle a été, c'était plus une courbe, c'était une pente, quoi. On était vraiment à 90 Est-ce qu'on ferait le parallèle entre la courbe en J du private equity et ta courbe de montée en compétences quand tu es rentré chez Altaroc? Ah là c'est très simple, hein. Si je dois prendre effectivement cet événement-là, on n'est plus du tout sur une courbe en J, on est plutôt sur une exponentielle. Donc, rien. Là pour le coup, il n'y avait pas de courbe en J chez Altaroc. Il fallait effectivement apprendre très très vite. Et je pense que j'ai pu rapidement prendre mes marques. Et aujourd'hui, on est ravis avec mes collègues d'accompagner les partenaires au quotidien. Donc bien évidemment avec cet effort de pédagogie, donc pour faire découvrir la classe d'actifs, et également bien évidemment pouvoir promouvoir les produits, la solution Altaroc, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur une très belle solution qui permet de se positionner sur des actifs d'exception en private equity. Ok, très cool. Merci Yanis pour ta franchise quand tu as rejoint Altaroc. Parlons un peu de la société maintenant, Altaroc. On parlera un peu de comment ça fonctionne les fonds après, mais c'est quoi les projets de développement à venir? Alors Altaroc, c'est une société qui se développe et qui se développe plutôt vite. Donc en fait, on a plusieurs projets, donc, notamment en termes de produits, hein. Donc on a 2 projets produits qu'on est en train de développer, avec une offre qui sera notamment accessible via les contrats d'assurance vie français. Donc là, je garde un petit peu de teasing, je ne vais pas en dire beaucoup plus là, mais voilà, c'est un projet sur lequel on est en train de réfléchir, sur lequel on est différent de ce qui existe déjà, type Altalife? Un petit peu différent, ouais. La structuration sera différente. Donc, ok, hâte de découvrir ça. Ouais, ça va être assez intéressant, et on va développer ça et proposer ça, je pense, en cours d'année. Et puis, c'est une société qui se développe également à l'international. Là, typiquement, on a annoncé la semaine dernière, même si ça date d'il y a un tout petit peu plus longtemps, mais l'ouverture d'un bureau en Suisse. Donc là, on est en train de regarder pour ouvrir le bureau Benelux. On est également en train d'ouvrir l'Italie. On réfléchira, je pense, dans un second temps pour l'Espagne et autres pays limitrophes. Enfin bref, on est vraiment, si tu veux, dans le cadre d'un développement et une logique où, très clairement, on cherche à devenir l'acteur de référence de private equity en Europe. Ok, très, très, très cool. Avec plaisir pour avoir les informations et suivre ça de très près. Maintenant, on va parler un petit peu des solutions d'investissement en tant que telles. Alors déjà, là, grosso modo, millésime Altaroc Global 2023. Oui. Il va y avoir le 2024. C'est des solutions qu'on peut trouver où? En direct, en assurance vie au Luxembourg. Effectivement. Alors, sur les modes de détention, effectivement, on en a plusieurs, hein. C'est-à-dire que, honnêtement, la façon, je pense, la plus simple et celle qui permet notamment d'avoir le plus de transparence, le plus d'informations et ce côté direct, si tu veux, avec Altaroc, ce lien fort, c'est effectivement d'investir en direct. Donc c'est très simple, hein. Donc les clients, les particuliers peuvent investir par l'interface de Bonjour Patrimoine, donc ils contactent leur conseiller Bonjour Patrimoine de référence attaché, et qui peuvent effectivement, après étude bien évidemment de leur patrimoine, de leur capacité à investir, de la compatibilité de l'investissement avec leur profil investisseur, peuvent justement faire souscrire en direct. Okay. Et donc concrètement, c'est une plateforme qu'on a développée, dans laquelle d'ailleurs nous avons pris une participation assez importante, hein, en tant qu'investisseur, et donc où nous avons notre mot à dire dans son développement et dans ses fonctionnalités. Eh bien, il peut faire justement sa souscription en full digital. Donc, ça prend franchement 6 minutes en personne physique d'ouvrir un dossier. Personne morale, on est sur à peine plus, on est sur 8 minutes top chrono. Il y a un peu plus d'infos à remplir. C'est ça. Signature digitale avec un code SMS. On est vraiment sur un process 100% digitalisé. Et donc là, lorsque on passe par ce process, on est investisseur en direct dans les fonds Altaroc. Donc là, le client, il a son propre accès, donc son espace, son portail investisseur, et les fonds sont détenus via un compte qui sont déposés chez notre dépositaire KCIS, qui est en fait une filiale du groupe Crédit Agricole. Bien sûr.
Ok. La deuxième façon de faire, c'est effectivement de passer par des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Donc je précise bien Luxembourg, malheureusement ce n'est pas encore le cas par les contrats d'assurance vie français puisqu'ils ne savent pas gérer les appels de fonds en différé. Et via... on reviendra sur cette notion-là parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est très très pointu et précis. Effectivement, et c'est assez spécifique au private equity. Mais donc concrètement, sur le référencement dans les contrats d'assurance vie au Luxembourg, vous avez en fait la possibilité simplement d'y loger vos titres Altaroc. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous bénéficiez de la fiscalité du contrat d'assurance vie appliquée aux gains d'Altaroc, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le côté vraiment, vraiment intéressant. Et donc voilà, mais attention, parce qu'il y a quand même quelques contraintes, quelques conditions à respecter, notamment en termes de patrimoine minimum. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu plus contraignant. Il y a des catégories, c'est vrai, au Luxembourg, ABCD, etc., qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde, alors qu'en direct, c'est un petit peu plus souple. Et puis surtout, il y a une notion qui me semble essentielle quand même, c'est qu'en fait, comment on souscrit. Je te pose la question en direct au Luxembourg, assurance du Luxembourg, pardon. En fait, ce qui est plus le comment d'un point de vue pratico-pratique, opérationnel, tu nous as parlé d'appel de fonds. Je t'ai dit, oh là, on va y revenir à cette notion-là. Oui, un fonds de private equity, c'est pas je mets 100 000 sur la table tout de suite. Ouais. Il faut les avoir, en tout cas à venir, mais justement, ça fonctionne comment? C'est quoi les appels de fonds? Parce que c'est vrai que c'est des questions très récurrentes et je vais vous teaser un peu, mais il n'est pas nécessaire d'avoir les 100 000 tout de suite pour investir sur Altaroc. Ouais, complètement. Alors en fait, et ça c'est assez typique de l'industrie du private equity, donc c'est pas spécifique à Altaroc, mais on fonctionne en appel de fonds différés. C'est-à-dire qu'il y a deux notions vraiment à maîtriser qui sont cruciales. C'est la différence entre l'engagement et le décaissement. C'est-à-dire qu'un client s'engage sur une somme donnée, donc le minimum effectivement, étant donné qu'on est sur un fonds professionnel, c'est 100 000 euros, mais par contre, il n'est pas décaissé à l'instant T, au moment où il a pris sa décision, des 100 000 euros. En réalité, il va être décaissé à plusieurs reprises. Et nous, ce qu'on a mis en place chez Altaroc, c'est un calendrier d'appel de fonds à date et à quantum fixe à hauteur de 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et si je dois être beaucoup plus précis, c'est en réalité 10 000 euros tous les 6 mois, le 30 mars et le 30 septembre, pour une souscription dite standard, 200 000 euros. En fait, excuse-moi, tous les millésimes fonctionnent comme ça. Tous les millésimes fonctionnent. 2022, 2023, c'est mars, septembre, 10 000, 10 000, 10 000. Alors ouais, effectivement, très bonne question Philippe. En fait, ce calendrier d'appel de fonds très fixe, on l'a mis en place à partir du millésime 2023. Et en fait, les millésimes 2021 et 2022 fonctionnaient à peu près sur le même modèle, mais tu pouvais en fait avoir des variances de 5% d'un appel de fonds à l'autre. Là, on a vraiment en fait stabilisé complètement. Un peu vos confrères encore aujourd'hui. Vous avez la particularité d'avoir aujourd'hui sur le millésime 2023 quelque chose de très régulier, très régulier, qui est super lisible en fait pour nous en tant que conseil client. C'est exactement ça. Et en fait, à la fois pour le conseil client, mais également pour le client final. Parce que si tu veux, en fait, auparavant, c'était quand même une vraie galère de pouvoir suivre ces appels de fonds. C'est-à-dire que concrètement, quand tu rentres dans un fonds de private equity, entre guillemets lambda, qui n'a pas justement ce fonctionnement normalisé, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut t'appeler n'importe quand. Donc, bien évidemment, il va essayer quand même de regrouper les appels, mais en réalité, il peut t'appeler n'importe quand. Ça peut être un premier appel de fonds à hauteur de 15%, ensuite il se passe rien pendant un an, et puis après, tu es rappelé à hauteur de peut-être 5%, et puis derrière 25%. Enfin bref, c'est compliqué à gérer pour les clients, déjà, parce qu'ils ont toujours cette épée de Damoclès qui consiste à se dire quand est-ce que je vais être appelé, de combien, il faut que ma trésorerie soit disponible, là je peux pas faire un projet. Enfin bref, vous êtes entre guillemets un petit peu dans une cage dorée, et également pour le conseiller. Pourquoi pour le conseiller? Parce que derrière, en fait, lui, ça lui fait en fait du SAV. Donc il doit gérer justement ses appels de fonds et il doit être réactif. Parce que bien souvent, le laps de temps qui se passe entre un appel de fonds et son prélèvement sur le compte en banque, il est relativement court. Donc nous, pour pouvoir apporter à la fois cette lisibilité auprès du client, mais également, je dirais, un certain confort auprès du conseiller, on a mis en place effectivement ce calendrier d'appel de fonds à date et à quantum fixe. Vous savez exactement quand est-ce que vous allez être prélevé et de combien à l'avance. Comme ça, vous vous organisez comme vous voulez. Ok. Et du coup, c'est lié à quoi? C'est lié à la stratégie d'investissement? Parce que tu me dis, il y a des fonds qui peuvent faire 15, 5, 25. Vous faites 20, 20, 20. C'est lié à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a un rythme ou pas de rythme d'ailleurs?
Alors en fait, nous, on a voulu mettre ça en place et ça concerne, si tu veux, en quelque sorte, la structure de l'investissement et également la présence d'Altamir qui nous permet d'avoir des conditions préférentielles. En fait, il faut comprendre qu'effectivement, un fonds d'investissement, lui, il ne va pas investir très régulièrement les 20 qui sont forcément apportés d'un seul cran. Donc si tu veux, même si 20 sont appelés, il peut potentiellement y avoir que 15 d'investis. Et à l'inverse, il peut y avoir 25 d'investis. Donc comment est-ce qu'on gère ça? En fait, c'est hyper simple. Si jamais, au final, il n'y a que 15 qui sont investis alors que 20 ont été appelés, en fait, le delta, les 5 restants, vont être placés temporairement sur des SICAV de trésorerie et ils permettront justement de générer ensuite des appels de fonds, de combler des appels de fonds suivants qui, eux, demanderont plus de capital. Donc ça, c'est, je dirais, la première option, c'est que on appelle trop par rapport à ce qui est appelé par les fonds sous-jacents. Okay. La deuxième option, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'appelle pas assez, d'accord? Si au final on appelle 20, mais que les fonds sous-jacents nous appellent pour 25 ou pour 30. Eh bien là, encore une fois, grâce au soutien d'Altamir, avec le patch. Exactement. On a en fait une ligne de crédit qui nous permet de financer au final cette différence qu'il peut y avoir entre les appels de fonds que nous avons nous récupérés et les appels de fonds des fonds sous-jacents et qui nous permettent justement de conserver et de maintenir, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit, cet appel de fonds et ce programme au final de versement programmé de private equity. Ok. Du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire je peux prendre un engagement, parce que c'est ça, engagement décaissement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, engagement de 100 000, qui vont être appelés 20 000 par an, donc sur 5 ans, entre guillemets. Mais si je pousse à l'extrême, il y aura forcément de la distribution avant, donc je n'ai même pas besoin d'avoir les 100 000 en vrai. Alors, ouais, effectivement, ce qu'on constate, c'est que en réalité, par un effet de recyclage, parce que ce qui se passe généralement dans les fonds de private equity, c'est qu'on est appelé sur 5 ans, mais en réalité, à partir de la 4e année, il peut potentiellement justement commencer à y avoir des distributions. Donc, ce sont les sociétés qui ont été accompagnées très rapidement, transformées très rapidement, revendues très rapidement, qui en fait, dont les gains sont redistribués. Et donc, effectivement, alors même que tu n'as pas encore été appelé à 100%, tu peux commencer à avoir de la distribution, ce qui te permet en quelque sorte, si tu le souhaites, de faire du recyclage. C'est-à-dire que concrètement, si en année 4, par exemple, je suis appelé de 20 et que j'ai 10 de distribution, si je nette les flux, 20 moins 10, ça me fait 10 d'appelés. En année 5, si je suis sur le même modèle, j'ai 20 d'appels de fonds, j'ai 10 de distribution, 20 moins 10, je suis toujours donc sur 10 de flux net. Donc si en fait je nette les flux de l'année 1 jusqu'à l'année 5 avec cette logique de recyclage, en réalité, pour 100 000 euros d'engagement, en fait, je n'ai que 80 000 euros d'effectivement décaissés, des formes d'épargne par l'investisseur particulier. Donc oui, effectivement, ça peut arriver. Maintenant, on recommande, comme tu le sais, Philippe, toujours la prudence en gestion de patrimoine. Bien sûr. Nous, de notre côté, on fait un effort, et vous aussi, un effort assez fort pour pouvoir faire attention à la disponibilité des liquidités auprès des investisseurs. L'idée, c'est bien évidemment pas de les mettre en difficulté, et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent envisager sereinement leur expérience du private equity avec Altaroc. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais j'étais juste en train de faire les calculs comme ça. Je me disais, mais t'appelles. Après, il peut y avoir un peu de décaissement, etc. Mais t'as complètement raison. Ouais. Bien sûr, il faut faire extrêmement attention. Pour un engagement de 100 000, il faut prévoir d'y mettre 100 000. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de sujet. Ok. Si on pousse un peu, tu nous disais tout à l'heure en off, peut-être, vous avez un sujet actuel de création d'une plateforme secondaire, parce que là, en fait, on discute du marché primaire, donc nouveau, le marché nouveau. Tout à l'heure, on a parlé du private equity secondaire, quand tu nous faisais comparaison avec le Bon Coin, etc., etc. Là, c'est vous-même qui organisez votre propre marché, si j'ai bien compris. Alors, oui, effectivement, c'est un projet sur lequel on est en train de réfléchir, sur lequel on est en train de travailler, mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir proposer à terme, enfin à court moyen terme, là, une solution de liquidité. Alors, l'idée étant justement que les investisseurs, les porteurs de parts d'Altaroc puissent, si jamais il y a un accident de la vie, ce qui peut arriver, trouver en fait des solutions de liquidité à leur part. L'idée étant vraiment d'agir comme un coup de pouce, de proposer cette solution-là comme étant une solution au final, je dirais, de secours. D'accord ? Donc ce marché organisé en quelque sorte, ce marché organisé consistera effectivement à mettre en œuvre et à mettre face à face les acheteurs et les vendeurs pour pouvoir créer justement cet échange possible, un petit peu au final à la manière de ce qui existe sur les SCPI. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que
Vous avez des SCPI qui ont un marché, donc qui ont des porteurs de parts, qui ont des revendeurs, et donc il y a ce marché qui s'organise entre ces porteurs de parts, moyennant bien évidemment en fonction de l'offre et de la demande, potentiellement une décote. Mais c'est assez intéressant justement de voir ce point, Philippe, parce que c'est un sujet, mine de rien, qui revient beaucoup. Donc cette liquidité, enfin ce besoin de liquidité. Donc on sent justement que c'est une angoisse, on sent que c'est une peur. Mais c'est assez drôle de constater qu'au final, c'est pas tant utilisé que ça. Tu vois, je fais encore le parallèle avec le marché des SCPI. Quand tu regardes, la durée de détention moyenne d'une part de SCPI en France, c'est 22 ans en réalité. Donc en fait, on sent justement que c'est un besoin de rassurance, mais en réalité, c'est pas utilisé. Ok. Ouais. Après, ça peut servir aussi dans des cas un petit peu accidentels, typiquement la succession ou des choses comme ça, peut-être. Absolument. Des événements, des accidents de la vie, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est une solution de secours. Enfin, on l'a pensé comme ça en tout cas. C'est une solution de secours qui permet effectivement de parer les accidents de la vie. Voilà. Ok. Très cool. Écoute, merci. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour. On commence à avoir bien vu. Ouais. Si tu avais un conseil pour nos auditeurs, là, sur le private equity, est-ce que c'est... D'ailleurs, question, est-ce que globalement, là, on est dans un environnement de taux d'intérêt qui est un peu changé par rapport à quelques années. On sait que le rendement d'aujourd'hui, en tout cas de demain, on ne va pas le construire du tout de la même façon que ce qu'il y avait encore il y a 2 ans. Ça a vraiment changé. Est-ce que c'est bon moment pour investir en private equity? Et d'ailleurs, c'est même pas... Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a un bon moment? Et est-ce que c'est maintenant? Alors là, c'est... Là, pas de boule de cristal. Là, Philippe, tu ouvres une boîte de Pandore. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais non, bon, déjà, sur les classes d'actifs, en fait, notamment celles qui s'envisagent sur le temps long, de toute façon, quelle que soit la classe d'actifs, il n'y a pas de market timing. Je sais plus, c'est un adage, je sais plus qui l'avait dit, mais le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Mais c'est peut-être encore plus vrai en private equity pour une raison hyper simple et hyper concrète. C'est que concrètement, on a vu justement l'avis d'un investisseur Altaroc, enfin en private equity et Altaroc en particulier, c'est que déjà on a un décaissement qui se fait sur 5 ans. Donc 10% tous les 6 mois pendant 5 ans. Donc en fait, mécaniquement, tes clients auront 10 points d'entrée différents étalés sur 5 ans. Puisqu'il y a 10 appels de fonds. Donc en fait, en réalité, sur leur intégration et sur leur coût d'acquisition, entre guillemets, ça sera étalé sur 5 ans. Et puis après, ce qu'on a vu, c'est que normalement, à partir de l'année 4, il commence à y avoir des distributions et que ça peut aller jusqu'en année 10. Donc en fait, les entrées se font sur 5 ans et les sorties se font sur 6. Donc concrètement, c'est difficile d'avoir justement plus de diversification que sur 10 ans en termes de points d'entrée, points de sortie, de market timing, sauf justement à savoir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Philippe, franchement, tu peux pas organiser ça. Même plus sur des horizons plus courts. Ouais. 5 ans, c'est très compliqué. Et voilà. Et si en plus tu t'amuses, tu commences à souscrire à plusieurs millésimes Altaroc différents, alors là, tu noies entre guillemets complètement les points d'entrée et les points de sortie, puisque concrètement, tu es sur des horizons de temps qui sont encore plus importants et avec des points d'entrée et des points de sortie encore plus espacés. Donc là, il y a aucun sujet. Maintenant, ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'il y a un impact, bien évidemment, sur la hausse des taux sur les valorisations. On l'a déjà vu en 2022 sur l'immobilier, d'accord. On l'a vu également, si tu veux, sur le private equity. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses à voir. C'est que oui, chez Altaroc, on est assez convaincu qu'il va y avoir une baisse des performances moyennes du private equity. Donc aujourd'hui, ce qu'on a communiqué sur les performances moyennes du PE, qui étaient, je le rappelle, de 12-13% environ. Mais concrètement, les top performers, ce qu'on appelle le premier quartile, donc les 25% qui constituent les meilleurs élèves en private equity, génèrent, eux, non pas 12-15%, mais plutôt autour de 20%. Donc, ont généré par le passé des performances historiques supérieures à 15% et bien souvent supérieures à 20%. Donc en fait, nous, on est assez convaincus qu'effectivement, ces performances-là pourraient être amenées à baisser de 4-5 points de TRI environ, d'accord. Mais ce qui laisse une performance qui est plutôt très convenable. Ouais, voilà, il en reste un peu, effectivement, comme tu dis. Et surtout, la deuxième conviction qu'on a, c'est que tu vas avoir une dispersion qui va être hyper importante et qui va vraiment s'accentuer, s'agrandir entre la moyenne et les meilleurs gérants. On est absolument convaincu qu'un gérant qui est très spécifique, soit sur une zone géographique donnée, soit sur un secteur donné, va surperformer
les autres et va surperformer la moyenne. Et c'est assez intéressant justement de constater cette différence de génération de performance entre l'industrie du côté et l'industrie du non-côté. Parce qu'on a dit tout à l'heure justement que le MSCI World générait environ 8-9% de performance annualisée sur le long terme. Lorsqu'un très très bon gérant côté va surperformer dans la durée, il va potentiellement le faire pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, donc déjà c'est relativement court généralement, mais surtout, il va surperformer de quoi ? 1 point, 2 points, peut-être 3 points si c'est une superstar. D'accord ? Alors qu'en réalité, la dispersion entre la moyenne de performance dans l'industrie du non-côté et les premiers quartiles, on parle de 8 points, 9 points, 10 points de différence. D'accord ? Donc en fait, on est vraiment sur un écart qui est très important et qu'il faut être en capacité justement de capturer. Il faut savoir se positionner sur les bons élèves. Et c'est ça, il ne faut pas se tromper après. Exactement. Choisir le bon gérant. Voilà. Exactement. Le bon gérant, le bon fonds, si jamais on veut pouvoir effectivement capturer cette surperformance du private equity et des fonds premiers quartiles. Ouais, très clair. Ok. Je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure, un petit peu, effectivement, pour lisser les points d'entrée. En fait, j'avais envie de faire cet amalgame-là quand tu me l'as dit, mais investir dans un fonds Altaroc, c'est un petit peu comme faire des versements programmés en fait sur une contrat d'assurance vie. C'est comme faire de l'investissement progressif qu'on voit maintenant, du DCA, etc. C'est vraiment, ok, tu as un engagement de 100, mais en fait, tu lises tes points d'entrée sur 5 ans, à l'heure où les marchés effectivement sont extrêmement cycliques et on a des retournements. Enfin, là, on est début 2024. C'est assez flat ce qui se passe, honnêtement. Le dernier gros pic de volatilité qu'on a pu avoir, c'était l'année dernière de Silicon Bank, etc., en mars 2023, où il y a eu vraiment un pet de marché après ses revenus, etc. Donc on voit maintenant que en fait, les cycles de marché sont vraiment sur très très court terme, 1 an, 2 ans maximum. Donc en vrai, en 5 ans, il peut se passer des choses. Oui, évidemment, on n'a pas de boule de cristal à 5 ans, mais on aura le temps d'avoir fait 2-3 tours. Et en fait, c'est ça qui est très cool, c'est que comme tu lises tes points d'entrée, en fait, ta performance, elle va se construire aussi sur la stratégie d'investissement. Exactement. En fait, si tu veux, pour pouvoir construire un portefeuille qui soit cohérent, il faut à la fois justement être en capacité d'être humble dans sa sélection, d'avoir des critères qui soient pour le coup vraiment très exigeants, mais surtout justement d'être en capacité, je dirais, de préparer l'avenir. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir ? C'est en se positionnant sur des secteurs qui, séculairement parlant, vont avoir des taux de croissance et des visibilités qui sont plus importantes et éviter justement les actifs trop exotiques ou les effets de mode qui parfois justement peuvent un petit peu prendre de court certains investisseurs ou certains acteurs. Et malheureusement, bien souvent, il peut y avoir justement un effet d'engouffrement, ce fameux FOMO, ce Fear of Missing Out, qui peut justement se matérialiser et qui peut faire s'engouffrer des gens dans une tendance qui n'est pas porteuse à court ou à moyen terme. Donc en fait, il faut vraiment identifier les vrais gisements de croissance à moyen long terme, savoir s'y positionner et entre guillemets avec les bons chevaux, les bons acteurs. Ok, très, très clair. Écoute, merci Yannis, je pense qu'on a quand même fait un bon tour, on arrive plutôt sur la fin. J'avais, en préparant un peu, j'avais quelques questions un peu plus perso. Si tu avais un podcast, un bouquin que tu voudrais recommander, ou un film, ou un dessin animé, bref, peu importe, que tu voudrais recommander à nos auditeurs, ça serait quoi ? Les podcasts de Bonjour Patrimoine. C'était pas travaillé, ça, mais merci. Moi, tu sais, je dirais en bonne personne, entre guillemets, des années 90, je suis assez fan de Dragon Ball Z, typiquement. Donc voilà, on y est. Pour la petite parenthèse, j'avais ce défi de caler Dragon Ball Z dans mon podcast. On l'a fait, ça y est. Bravo. Et je le fais bien évidemment de bon cœur. Donc ouais, effectivement, un grand fan de ces animés de l'époque qui ont très clairement bercé mon enfance. Et puis sinon, sur des bouquins, moi j'aime bien m'intéresser, en fait, au-delà des bouquins, surtout lire l'actualité. Donc vraiment lire des articles de plein de sources différentes. Ça, je pense que c'est un point qui est hyper important. On peut lire de Libération, de l'Humanité jusqu'au Figaro. Moi, j'en suis assez convaincu et c'est ce qui fait justement la richesse des idées, ne pas rester campé sur une seule position. Donc c'est quelque chose que j'essaie de m'évertuer à faire un petit peu au quotidien. Et puis après, sinon, écoute, sur des podcasts, tu peux avoir... les podcasts de Mathieu Stéphanie, typiquement La Martingale, qui est hyper suivi et sur laquelle d'ailleurs, je fais une petite référence. Frédéric Stollard, effectivement, a fait une intervention sur La Martingale. Donc voilà, en fait, tous les podcasts ou tous les éléments qui, quel que soit le sujet, aident à grandir, je peux que les recommander. Ouais, c'est vrai que c'est un bon média maintenant pour
qu'on écoute assez facilement en voiture, etc. C'est simple en fait. Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, c'est effectivement de la mobilité. Je pense que c'est ce qui caractérise le podcast. Et très clairement, enfin voilà, dans nos métiers, je pense qu'on est tous actifs, on est tous mobiles. On a besoin de cette flexibilité-là. Et aujourd'hui, le podcast nous permet vraiment de le faire et d'y répondre. Cool. Eh ben, écoute, je pense qu'on est bien. En tout cas, merci. On a dû passer peut-être une petite heure ensemble. En tout cas, voire un peu plus. Mais en tout cas, c'est très cool. Moi, je suis ravi d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Plaisir partagé, Philippe. Vraiment, c'était très, très sympa. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le private equity. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On va sortir un guide très prochainement qui retracera un petit peu plein d'échanges qu'on a pu avoir. D'ailleurs, on va faire un webinaire assez prochainement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez continuer à en apprendre sur cette classe d'actifs, en tout cas à nous contacter. Yanis, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi, Philippe. Merci à toutes les équipes Bonjour Patrimoine de m'avoir accueilli si chaleureusement dans vos locaux, d'avoir pu passer une bonne partie de la journée avec vous. C'était un plaisir et puis à très vite. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié cette discussion autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes captivants sur la gestion de patrimoine. À bientôt!